Le Comptoir, le podcast des GBU. Salut Stan, salut tout le monde. Salut Colline, salut les auditeurs. Alors Stan, qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Eh ben en vrai, je suis dans une situation pas très fun en ce moment. Ok. J'ai 2 potes qui se sont un peu embrouillés et je suis pas hyper à l'aise au milieu. J'ai pas envie de prendre parti, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que je suis obligé de le faire pour pas les perdre. Oh waouh. Ouais, situation assez complexe effectivement. Mais est-ce que tu crois vraiment que ne pas prendre parti, c'est possible ? Ben, je sais pas trop. Je dirais que j'essaie d'éviter le conflit avec chacun, mais c'est compliqué. Est-ce que la neutralité pour vous ? Le fait de ne pas prendre de parti, c'est-à-dire que notre avis personnel ne va pas être transmis dans ce qu'on va dire. Un mythe. Oui, être neutre, moi je le vois vraiment comme un arbitre, un juge. Est-ce que ça vous semble une bonne chose d'être neutre dans la vie ? Pourquoi ? C'est pas forcément une bonne ou une mauvaise, c'est juste, je pense, c'est genre un idéal type Weberien. En fait, ça dépend le contexte. Je pense qu'il y a des moments où il faut s'engager, il y a des moments où le contexte doit être neutre, donc ça dépend de la situation, je dirais. Non, c'est une chose, c'est illusoire et hypocrite. Il y a certaines situations où le fait d'être neutre, c'est en quelque sorte se dédouaner de situations, dire non, moi je suis neutre, je donne pas mon avis, alors que il y a besoin qu'on ait un avis, qu'on parle, qu'on a dit, parfois qu'on milite. Il y a des situations où il faut qu'on prenne parti parce que il y a des choses dans lesquelles on doit parler. Quelles seraient des situations qui exigeraient une forme de neutralité ? J'ai discuté avec une pote à moi qui est élève à l'ENM là, en ce moment. Elle a assisté par exemple à des procès pour des personnes âgées qui ont des redressements bancaires. Et je pense que c'est difficile d'être neutre là-dedans. Où tu peux choisir d'être neutre, justement, il y avait un peu les deux, entre la jeune juge et celle qui a de l'expérience. Celle qui a l'expérience a choisi d'être neutre parce qu'elle met ses affects de côté, etc. Mais je pense que la justice n'est jamais neutre et elle prend en considération les de part et d'autre et elle choisit un côté. Et oui, des situations de neutralité, c'est plutôt un arbitre. Après, un arbitre, il prend toujours une décision, mais je pense qu'il y a un peu une différence entre être neutre à un moment et quitter la neutralité au moment de prendre la décision. Dans l'idéal, les journaux, on devrait avoir certains journaux neutres, même si d'autres pas neutres, pour se forger sa propre opinion et tout. Moi, j'ai pas d'exemple particulier, mais je pense que je suis neutre quand je suis pas spécialiste sur le sujet. J'aime pas me positionner sans avoir les faits, et donc dans ce sens-là, c'est voilà. Je trouve les comptes WhatsApp, c'est assez marrant parce que tout le monde les voit. Il y a ceux qui sont là, qui vont pas répondre, mais qui lisent tout. Il y a ceux qui décident de réagir pour dévier la conversation pour aller sur autre chose. Et il y a ceux qui prennent un peu un parti ou un autre. Et il y en a toujours un ou deux qui essaient d'arrondir les angles. C'est un peu un bon exemple de toutes les positions par rapport à la neutralité. C'est vraiment lié aux personnalités de chacun. Merci à Anna, étudiante à Sciences Po Paris, qui est allée questionner des étudiants sur la neutralité. Est-ce que Stan, ça t'a aidé à te positionner ? Oui et non. Mais j'ai trouvé ça intéressant de considérer que ne pas prendre parti était un peu facile parfois. Ouais, c'est vrai. Moi, ce qui m'a frappée aussi, c'est le fait qu'il faille bien connaître la situation et l'étudier avec neutralité pour ensuite sortir de la neutralité et prendre la décision. Oh waouh. Et justement, on va entre autres approfondir cette notion au cours de l'interview de Dominique Bertrand, qui est un des profs que j'ai pu écouter cette année. Et Dominique Bertrand, c'est un médecin spécialisé en santé publique, mais aussi diplômé de Sciences Po Paris. Il a été conseiller ministériel de Simone Veil, directeur de l'école des hautes études en santé publique, académicien. Bref, il a une belle carrière et on va l'écouter. Reportage. Monsieur Dominique Bertrand, merci de nous accorder ce temps pour nous partager votre expérience aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez me donner votre définition de la neutralité ? Alors, c'est une bonne question. On emploie peu le mot neutralité en médecine. On emploie plutôt l'application de la déontologie, c'est-à-dire d'avoir un exercice professionnel qui soit sans faille et respectueux, en tout cas, des autres. Ça reste compliqué parce que toute décision fait intervenir un très grand nombre de domaines et de sources potentielles de conflits d'intérêts. C'est peut-être le premier point, d'apprécier le mieux une situation, donc c'est-à-dire la connaître parfaitement. Il faut bien écouter tous les gens avec bienveillance dans un premier temps. Il peut y avoir quand même des gens qui ont un intérêt personnel difficile. Quand on prend des décisions, il faut aussi qu'on s'abstienne d'avoir
un conflit d'intérêts, c'est-à-dire une prise d'intérêt dans la décision. On a de fortes chances de ne jamais arriver à une conclusion honnête et droite pour tout le monde. Peut-être remettre en cause en même temps le problème unique, donc les interrelations qu'on peut avoir avec d'autres problèmes qu'on n'a pas vus dans un premier temps. Tu peux être neutre en s'écartant de prendre une position. Et être neutre, la Suisse est neutre. Elle ne participe jamais à rien. Elle bénéficie de tous les avantages, mais elle ne participe à rien. Alors, bien sûr que la Suisse est tout à fait honorable, il n'y a aucun problème. Mais ça veut dire que c'est une position qui est différente. Donc vous avez été dans des postes à haute responsabilité. Est-ce que vous pensez que plus la responsabilité est grande et plus il y a une tension entre différents conflits d'intérêts? Si on arrive à discuter normalement avec les gens, on arrive quand même à trouver des terrains d'entente. Alors, pas toujours, il y a des gens qui sont plus difficiles les uns que les autres. Mais quand les gens sont honnêtes, on discute honnêtement, puis on arrive à trouver une solution, en tout cas, pour résoudre le problème. Ok, donc vous évoquez du coup le terrain d'entente, le compromis. Ça veut dire qu'il y a forcément des concessions que vous deviez faire dans les choix. Voilà une vraie question. J'ai plutôt tendance à dire c'est pas obligatoire. Le compromis veut dire que chacun fait un pas et puis on se retrouve au milieu. C'est pas toujours ça. Très souvent, les gens ne connaissent pas bien la règle ou ne connaissent pas bien le sujet dans leur ensemble. Et si on arrive à comprendre le sujet dans leur ensemble, alors on en discute bien sûr, parce que l'autre peut avoir des informations qu'on n'a pas. Mais c'est pas un pas qu'on fait vers la solution de l'autre. On essaye de comprendre ensemble le problème. Et il y a des fois où on arrive vraiment à trouver une solution qui tombe naturellement de la discussion qu'on a. On n'a pas fait un pas de côté, ni l'un ni l'autre. On a fait un pas en avant, ensemble. Quand votre première étape, il me semble que c'était donc comprendre le problème, le décrire sous ses différentes composantes, c'est ça? Oui. Est-ce que du coup, il y a besoin de devoir prioriser, on va dire, des éléments? On a quelquefois à prioriser. Ça peut arriver. Je pense que c'est pas toujours le cas. Mais il y a des fois où on est obligé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte, après avoir pris une décision, que ce soit dans votre, en tant que médecin, en tant qu'administrateur ou même personnellement, vous rendre compte qu'après avoir pris la décision, c'était finalement pas la plus juste? Je vais vous citer un exemple. Notre président de l'Académie, il avait fait des soins et qui n'avait pas été à la hauteur de ce qu'il espérait, de ce qu'il voulait faire. D'accord. Donc il l'a exprimé en séance plénière. Donc je ne suis pas en train de faire là. J'ai trouvé vraiment très bien qu'il se dise que dans le fond, il aurait pu peut-être faire autre chose longtemps après. Ça veut dire qu'il avait hésité de faire la thérapeutique qu'il souhaitait. Il a choisi la voie qu'il pensait la meilleure, mais cette voie n'a pas été conclusive dans le bon sens du terme. Et il a dit en séance qu'il n'avait jamais oublié ça. Un médecin peut se tromper. Et quand on se trompe, les conséquences sont très lourdes. Même en faisant les choses le mieux possible, par instant, on peut prendre une voie qui n'est pas la meilleure. Mais on ne le sait pas. C'était hyper intéressant. Merci à ton prof d'avoir pris ce temps pour échanger avec toi et pour nous partager ses réflexions. Moi, j'aime beaucoup quand il prend l'exemple de la Suisse parce que c'est spontanément ce à quoi j'ai pensé en réfléchissant au thème de la neutralité. Ouais. Et finalement, être neutre, c'est pas uniquement le fait de rester là sans rien dire ou faire, ou en essayant d'être toujours balle au centre. C'est aussi pour lui le fait d'aller discuter calmement et honnêtement avec tout le monde, d'écouter les différents avis. Et cette notion d'honnêteté, elle est hyper importante parce qu'elle implique que la personne ait une volonté de trouver un arrangement, de rechercher la solution ensemble. Ouais, carrément. On se rend compte que finalement, la neutralité, elle concerne aussi bien les individus, éviter les conflits d'intérêts pour prendre la meilleure décision possible, mais aussi les groupes humains, en tout cas les personnes au pluriel. Chacun fait un pas vers l'autre sans forcément faire un pas de côté vers ce qu'il voulait ou pensait à la base. Et la confrontation d'idées, c'est une chose qui permet de faire avancer la position, même si c'est pas un fait neutre en soi, parce que chacun vient avec ses idées, ses a priori, ses connaissances, ses pensées. Et si justement, il y avait une confusion sur la notion de neutralité et qu'on y mettait trop d'attentes ou bien trop de notions mélangées dans ce même mot?
Discussion au comptoir. Si tu es neutre en situation d'injustice, alors tu as choisi le côté de l'oppresseur, disait Desmond Tutu, archevêque sud-africain, fervent défenseur des droits de l'homme ayant joué un rôle actif dans la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Cette prise de position n'est à mon sens pas neutre, sans mauvais jeu de mots. Elle révèle un sens, une compréhension, un aspect de définition de la neutralité qui est un de ses inconvénients. Souvent mal vu car considéré comme une prise de position sans risque, trop facile ou passive. Si on met de côté les luttes pour des objectifs légitimes comme le respect de la dignité humaine ou la lutte contre les abus sous toutes ses formes, il est intéressant de considérer que même en dehors de ces aspects-là, l'être humain veut et pense devoir, dans chaque circonstance, prendre position. Cela a été polarisé notamment par les réseaux sociaux où la nuance est très difficile et où il est plus agréable de tomber dans un jugement qui est parfois auto-alimenté par des polémiques de certaines personnalités, mais où on considère que tout est soit noir, soit blanc, sans milieu possible ou bien sans nuance de gris. En effet, soit la neutralité est jugée et on te demande de prendre position, soit tu prends position et on te demande d'être neutre. C'est le cas par exemple lors d'une embrouille entre potes. Celui ou celle qui s'estime lésé veut qu'on prenne parti pour lui ou pour elle. Et si tu as le malheur de nuancer ton avis, ou pire, de rester pote avec l'autre, ça peut être perçu comme une blessure, voire comme une trahison. La neutralité est un concept complexe que je ne saurais aborder exhaustivement ici en quelques minutes. Elle peut être abordée sous différents angles, politiques, médiatiques, mais aussi humains. On associe souvent neutralité et impartialité, pourtant ce sont à mon sens des notions proches, mais qui ne sont pas tout à fait synonymes. Un juge n'est pas neutre, son métier ne l'est pas, la décision qu'il prendra ne l'est pas, parce qu'elle a un impact sur la vie de la personne jugée et sur la vie de la victime aussi. Par contre, un juge est, ou du moins doit être, impartial. Il doit juger sans parti pris a priori, il doit être équitable dans son traitement, par exemple avoir autant de sévérité que la personne soit pauvre ou riche. Il ne doit pas favoriser un ami ou une connaissance. C'est pour ça qu'un juge est récusé et ne peut pas siéger s'il connaît la personne, ou alors que le juge d'instruction, qui a enquêté pendant des mois, des années parfois, ne peut pas être le juge qui s'assoit au procès et qui va prendre la décision finale. C'est la même chose avec un arbitre au foot. Même si ces décisions ne sont pas neutres, il doit être impartial le plus possible et s'il donne un carton à tel joueur de tel camp pour telle faute, il doit théoriquement donner la même sanction lorsque la même faute est commise par le camp adverse. Je rejoins cependant le fait que la neutralité commande une objectivité et une indépendance. On ne peut pas être neutre si on est impliqué émotionnellement dans un projet, dans une décision, si on a le nez dans le guidon comme on dit. Et c'est compliqué de prendre du recul. L'humain, il attend beaucoup de neutralité, notamment quand on parle de politique, ou alors quand il s'agit de décisions qui nous semblent arbitraires ou injustes. Mais je me demande si la confusion avec l'impartialité n'est pas plus grande que ce qu'on pense. Être neutre, est-ce que c'est vraiment souhaitable ? Quand on dit d'un ton d'une voix qu'il est neutre, je ne vois pas ça d'un œil positif personnellement. La neutralité peut être assimilée à quelque chose de négatif parce qu'elle sous-tend une absence de prise de position, une absence d'intérêt. Elle peut envoyer le message à l'autre « je m'en fiche » ou bien « ce n'est pas de mon ressort ». Et finalement, faire croire qu'on est du mauvais côté, comme le dénonçait Desmond Tutu. La question que je me pose quand je réfléchis à cette chronique et qui me vient naturellement n'est pas tellement de faire un exposé ou une dissertation sur la neutralité, c'est un concept qu'on peut tourner dans plein de sens et qui peut prendre une tournure philosophique. J'ai l'impression que l'humanité elle est prise dans une boucle paradoxale qui se contredit en même temps qu'elle se complète, mais qui ne se chevauche pas, à l'instar des escaliers à double hélice du château de Chambord. Il y a une volonté que certaines personnes soient neutres, comme des journalistes ou des commentateurs sportifs, et de l'autre il y a un rejet de la neutralité pour certains combats. Et le spectre des combats qui nécessitent une prise de position peut être très large en fonction des personnes. Mais au final, lors d'une période d'apartheid comme en Afrique du Sud, où était le bon côté ? Est-ce que ne pas prendre position était de la neutralité ou bien était-ce en fait un cautionnement déguisé, une façon lâche d'approuver par le silence ? Est-ce que la neutralité n'est pas finalement une sorte de concept idéal, inatteignable, mais pas tant parce que ce serait impossible, mais plutôt parce que ce n'est pas souhaitable ? Qui veut d'une société où personne ne se lève, où personne ne prend position, où personne ne choisit ? Je veux vraiment vous inviter à réfléchir sur la notion d'impartialité qui doit être distinguée de la neutralité. La neutralité est-elle l'expression d'un vide ? Est-ce qu'une personne qui a un avis ne peut pas dans le même temps être neutre ? Un expert qui a analysé une situation complexe et qui donne ensuite son avis d'expertise, pour moi, il est neutre, si tant est qu'il a pris en compte différents facteurs avant de se positionner.
Des situations objectives autour de nous sont aussi neutres. Dire que la Terre est ronde ou que le ciel est bleu, finalement, c'est être neutre parce que c'est faire une simple description d'un fait scientifique avéré. A l'inverse, le goût, la tournure d'une phrase, tel choix de direction ne sont pas des événements neutres parce qu'ils sont pris en fonction d'un paramètre ou de plusieurs paramètres. Ils sont le résultat de procédés divers, chimiques pour le goût par exemple. Et c'est normal qu'ils ne soient pas neutres. Ils n'ont pas à l'être. Par définition, un choix n'est pas neutre, parce que choisir, c'est renoncer, et renoncer, c'est prendre parti. Et comme des milliers de choses que nous faisons chaque semaine sont le résultat d'un choix, il n'est pas possible d'être neutre tout le temps, et il n'est pas souhaitable de le rechercher absolument à mon avis. Même un regard n'est pas forcément neutre. Le neuropsychiatre et célèbre auteur français Boris Cyrulnik disait fort à propos que le regard de l'autre est une perception qui provoque une alerte émotive, je cite, positive comme négative, mais qui n'est pas neutre. Le neutre, c'est une situation de fait, le reste, c'est un choix ou une absence de choix, une décision, une action ou même une omission qui n'est pas neutre, ni par essence, ni par nature, ni par destination. Et si finalement cet appel consistant à la neutralité ou au contraire à la prise de position ne révélait pas plutôt une forme d'inconsistance de l'homme, de frustration quand ses propres avis sont contredits ou contrecarrés ou quand sa vie est impactée? Je pense qu'on peut être neutre dans plein de situations, mais que c'est aussi complètement normal de ne pas l'être dans un tas d'autres. La neutralité appelle et fonctionne avec son contraire, elle complète et parfois s'échoue là où commence son opposé, l'engagement. Merci Stan pour cette clarification autour de cette notion. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que tu opposes dans un premier temps neutralité et prise de décision, pour finalement dire que par la non-prise de décision, il y avait une prise de décision. Exactement. Ma réflexion a un peu évolué au fur et à mesure en constatant qu'en fait, au-delà d'être un choix sans risque ou passif, la neutralité était un choix de ne pas faire de choix, donc pas neutre. J'ai rien compris. Bref, tout ça pour dire que la neutralité est peut-être une prise de position par défaut, mais ce qui s'oppose à la neutralité, c'est surtout l'engagement, qui est une prise de décision un peu plus intentionnelle. Ouais. Et pour bien digérer toutes ces informations, on va pouvoir prendre une petite pause avec Maud, étudiante en musicologie à Tours, qui a composé cette musique au piano avec des notes qui racontent la joie et l'épanouissement.
Vous est-il arrivé d'entendre des gens se quereller? C'est quelquefois amusant, mais parfois franchement déplaisant. Quoi qu'il en soit, nous pouvons apprendre une leçon importante en écoutant ce que les gens disent quand ils s'insurgent. Par exemple, tu aimerais qu'on te fasse la même chose? C'est ma chaise, j'y étais avant toi. Laissez-le tranquille, il ne vous a rien fait. De quel droit jouez-vous des coudes pour doubler tout le monde? Donne-moi un peu de ton orange, je t'en ai bien donné. Allez, tu l'as promis. On entend cela tous les jours, que ce soit dans la bouche de gens éduqués ou non, enfants comme adultes. Ce qui m'intéresse dans ces disputes, c'est que le plaignant n'implique pas seulement que la conduite de son interlocuteur ne lui convient pas, il en appelle aussi à un modèle de conduite que son vis-à-vis ne devrait pas ignorer. Et il est bien rare que l'autre réplique « Va au diable avec tes principes ». Presque toujours, il essaie d'expliquer qu'il n'a pas vraiment enfreint les règles communément admises, ou que, s'il l'a fait, il avait une bonne raison de le faire. Il prétend que dans ce cas particulier, la personne ayant occupé le siège n'a pas à le garder, ou que la situation était tout à fait différente quand on lui avait donné de l'orange, ou qu'un événement fortuit l'a empêché de tenir sa promesse. Manifestement, les deux parties ont à l'esprit une sorte de loi ou règle de franc jeu ou de bonne conduite, sur laquelle ils se basent. Sinon, ils pourraient bien sûr se battre comme des animaux, mais pas se quereller au sens humain du terme, c'est-à-dire chercher à prouver que l'autre a tort. Se quereller ainsi n'aurait aucun sens si l'un et l'autre n'étaient à peu près d'accord sur la notion de bien et de mal. Tout comme il n'y aurait aucun sens à sanctionner la faute d'un joueur de football sans un accord préalable sur les règles. Si j'ai voulu commencer avec cette citation de l'ouvrage de C.S. Lewis, Les fondements du christianisme, c'est pour mettre en avant l'existence au plus profond de nous d'une loi morale, une règle de vie, devant laquelle chacun se positionne soit du bon côté, soit du mauvais côté, en faisant soit le bien, soit le mal. On peut donc avoir cette intuition, avant même d'ouvrir la Bible, que la neutralité morale n'existe pas vraiment. Soit notre action est morale, soit elle est immorale, mais elle ne serait jamais vraiment amorale. Mais qu'en dit la Bible, et qu'en dit Jésus, son personnage central? Eh bien, c'est intéressant de constater à quel point Jésus nous dévoile une perspective extrêmement dualiste du monde. Il n'y a que deux chemins, deux types de personnes, deux manières de vivre, deux maîtres qu'on peut suivre. Et Jésus se sert d'une variété d'images et de paraboles, c'est-à-dire d'histoires courtes illustrant une vérité spirituelle, pour nous faire comprendre cette idée. Lisons-en quelques-unes ensemble. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine, nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile est le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. Jésus nous présente aussi le monde comme divisé en deux au moment où il reviendra pour le juger. Il nous dit, dans des paraboles, que le monde sera comme un champ dans lequel il y a du bon grain et de la mauvaise herbe mélangée, et que le jugement de Dieu consiste à séparer ses semences. Il nous dit aussi que le monde est comme un troupeau composé de brebis et de boucs, et que son jugement consiste en la séparation des brebis et des boucs. Il n'y a donc, semble-t-il, aucune possibilité de neutralité morale pour Jésus. Soit le mal est notre maître, soit Jésus est notre maître. Et cette notion est confirmée par Paul, l'un des auteurs du Nouveau Testament. Il nous dit que nous avons déjà démontré que tous se trouvent également sous la domination du péché. L'Écriture le déclare, il n'y a pas d'être humain juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien. Il n'y en a pas, pas même un seul. Nous sommes par nature enclins au mal. Et c'est le cas de toute l'humanité, d'après la Bible. Comment est-ce possible? Comment un Dieu bon aurait-il pu créer une humanité tournée vers le mal? Eh bien en fait, ce qu'on apprend en lisant les premiers chapitres de la Bible, c'est qu'à l'origine, Dieu avait doté la volonté de l'homme d'une liberté naturelle qui n'est ni contrainte, ni déterminée au bien ou au mal, par quelque nécessité absolue de nature. L'homme avait donc la liberté et le pouvoir de vouloir et de faire ce qui était bon. Or, on apprend que rapidement, ce n'est pas le choix que l'homme a fait. Il a voulu désobéir à Dieu, et il a donc perdu toute capacité de vouloir un quelconque bien spirituel en vue du salut. Ça ne veut pas dire qu'il est désormais impossible de faire le bien,
mais ça veut dire que par nos propres forces, nous ne pouvons ni ne voulons nous placer sous le règne de Dieu, vivre dans l'obéissance à Dieu, ce qui est le bien par excellence selon la Bible. Alors est-ce que ça signifie que lorsque quelqu'un se place sous le règne de Dieu, il devient à nouveau neutre moralement ? Eh bien la Bible dit qu'effectivement, quand Dieu convertit une personne, il la libère de son esclavage naturel au mal et la rend apte à vouloir et à faire librement ce qui est bon. Mais à cause de ce qui reste en elle de corruption, elle ne veut ni parfaitement ni seulement le bien, mais elle veut aussi ce qui est mal. Ainsi, si on résume, le message de la Bible semble d'une grande clarté. La neutralité n'existe pas, ou plutôt n'existe plus, depuis que le mal est entré dans le monde. Mais l'œuvre de restauration que propose Jésus nous libère de notre inclination naturelle, sans toutefois nous éviter totalement de commettre encore le mal. Alors qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui ? Eh bien, je laisse la parole à 4 auteurs qui vont nous éclairer à ce sujet. Premièrement, l'auteur anglais Chesterton nous dit que quand l'homme cesse d'adorer Dieu, il n'adore pas rien, il adore n'importe quoi. Du coup, si on n'adore pas Dieu, on doit sérieusement se poser la question « qui ou quoi est-ce qu'on adore ?» sachant qu'on ne peut pas rien adorer. Deuxièmement, dans la même idée, Bonhoeffer, un théologien allemand, affirme que se taire, c'est déjà parler. Ne rien faire, c'est déjà agir. Selon lui, toutes nos actions, toutes nos paroles, toutes nos pensées ont une valeur morale. Et même notre passivité a une valeur morale. La question qu'on doit donc se poser n'est donc pas « qu'est-ce que je peux faire de bien ?», mais plutôt « quelle est la valeur morale de ce que je suis en train de faire ou de ne pas faire ?» Troisièmement, le théologien Henri Von Til exprime l'idée que dans une perspective biblique du monde, nous ne pouvons pas affirmer que celui-ci est une zone spirituellement neutre. Et quatrièmement, enfin, pour terminer sur le plan très pratique et pour donner un exemple de réflexion éthique autour de cette notion d'absence de neutralité morale du monde dans lequel on vit, Mike Cosper, le directeur d'un institut de recherche sur la foi et la culture aux États-Unis, explique en quoi cette idée s'applique au domaine de la technologie. Il explique que la technologie, comme toute autre chose, n'est pas neutre, mais qu'en fait, comme l'ensemble du monde créé par Dieu, elle témoigne parfois de la bonté de Dieu et de sa gloire, mais d'un autre côté, comme l'ensemble du monde créé par Dieu, la technologie est affectée par le mal et par son pouvoir destructeur, et elle produit des conséquences négatives dans nos vies, et je pense qu'on peut tous le constater. Elle nous donne de nouvelles manières de détruire nos relations, de perturber notre vie et de nous distraire de nos véritables responsabilités. Alors en guise d'encouragement final, j'aimerais vous laisser avec l'invitation à faire un choix, celui que Jésus lance à chacun et qui met encore une fois en avant l'existence de 2 manières de vivre seulement. Voilà ce que nous dit Jésus. « Quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondements avaient été posés sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. » Merci à Antoine pour cette belle chronique. Antoine est pasteur stagiaire à Lyon. Et accessoirement, c'est ton frère. Eh oui. C'est hyper fort quand il cite Bonhoeffer, qui était un pasteur protestant allemand qui a été persécuté par les nazis. Et qui nous dit que ne rien faire, c'est déjà agir. Ce qui rejoint en fait la citation aussi de Desmond Tutu, dont j'ai parlé dans ma chronique. Finalement, c'est comme une sorte de cautionnement lâche qui est déguisé derrière la façade de la non-intervention. La neutralité qui ressemble plus à une absence de prise de position. Et en fait, cette absence de prise de position, ça en devient quelque chose qui, paradoxalement, n'est pas neutre. Ouais, je te rejoins. Parce que, comme disait un des gars du micro-trottoir, la neutralité, c'est hyper illusoire. Et donc, un peu comme si on était coincé dans une boucle, on croit être neutre, mais comme l'humanité est condamnée à être partagée entre le bien et le mal, il n'y a que ces 2 options, finalement. Ouais, dans ce monde, tout peut être vu sous le prisme d'une action morale ou immorale. Donc, comme disait Antoine, même notre passivité a une valeur morale.
Ça paraît assez radical de dire ça comme ça, mais de l'autre côté, la méga bonne nouvelle, c'est que quelqu'un nous a libérés de cette chaîne et cet enfermement. Et ce quelqu'un vient apporter tout un tas de réponses à plein de questions qu'on peut se poser. C'est un homme qui a voulu se positionner, il n'a pas hésité à être radical et à aller au bout de son engagement. Ouais, et au final, même dans des situations pas fun du tout, il a osé prendre position. Il nous a montré que c'est une bonne chose que d'avoir un avis et de l'affirmer. Et il n'a pas cherché à être neutre en ne disant rien ou en ne faisant rien. C'est clair. Et du coup, toi, Stan, est-ce que tu as trouvé des éléments de réponse pour ta situation pas fun avec tes potes ? En vrai, ouais, ça me fait réfléchir à plein de choses. Et je mets moins l'importance aussi sur le fait de ne pas prendre position, mais plus à juste écouter mes potes, les aider à comprendre la position l'un de l'autre, à chercher une solution ensemble aussi pour faire le pas en avant qu'évoquait Dominique Bertrand. Trop bien. J'espère que vous allez retrouver le fun du coup. J'espère aussi. On espère que cet épisode, il a fait réfléchir chacun de vous, chacun de nous, en plus d'avoir fait réfléchir Stan. Et on se retrouve très prochainement au prochain épisode. Ciao. Allez, ciao. Le comptoir, le podcast des GBU.